Il est 19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Mécontentement des populations dans la mise en place du métro d'Abidjan. Alors que la libération des emprises est en cours, on attend toujours les indemnités. La reine Elisabeth II d'Angleterre s'est éteinte à l'âge de 96 ans. L'annonce a été faite par Buckingham Palace en fin de journée. Elle a régné sur l'Angleterre pendant 7 décennies. C'est une page de l'histoire du pays qui se referme. L'opération de libération des emprises du métro d'Abidjan est en cours et elle rencontre la colère de certaines populations impactées. Certains ont vu leurs biens détruits sans avoir été indemnisés, pendant que d'autres qui ne devaient pas être touchés se voient sommés de déguerpir sous la menace des bulldozers. Mardoché Kwasi et Haruna Zeba ont visité ces victimes qui ne savent plus où donner de la tête. Suivant ensemble ce reportage. En zone 4 dans la commune de Marcory. Sur cet espace de 6000 m² se trouvaient 7 villas, totalement transformées en gravats, dans le cadre de l'opération de libération de l'emprise de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Le hic, c'est que selon la famille Koulibaly, propriétaire de ces villas et du terrain, elle était en pleine négociation avec la structure chargée d'indemniser les personnes impactées par l'opération quand la destruction est intervenue. Tout d'abord, ils nous ont fait part qu'ils allaient détruire nos maisons. Et par la suite, ils nous ont convoqués. Nous sommes allés et nous ont fait des propositions. On ne s'est pas mis d'accord. Parce que les propositions qu'ils nous ont faites, c'est des propositions vraiment qu'on ne pouvait pas accepter. Vu la hauteur même de la destruction, on ne pouvait pas. Et puis des maisons aussi qui étaient là, on ne pouvait pas accepter ça. C'est-à-dire ces propositions, on ne pouvait même pas acheter même un terrain. Et ils nous ont dit qu'ils allaient nous rappeler. Par rapport à ça, bon, de temps en temps, on les appelait quand même pour avoir des informations et tout. Bon, on voyait que les choses ne bougeaient pas. À notre grande surprise, il y a 2 semaines de cela, on nous dit que les bulldozers sont là, qui sont en train de les détruire. La démolition de leurs biens a donc été un véritable coup de massue pour les membres de cette famille qui restent dignes dans la douleur et demandent réparation. On a notre maman aujourd'hui qui est très malade par rapport à cette situation. Ça fait plus de 2 mois. Ces maisons étaient en location. Les locataires m'ont quitté, mais bien après, ils ont appris la démolition et ils sont partis. Bon, on vit de quoi? Notre cri de cœur aujourd'hui, c'est que le gouvernement nous respecte et qu'il tienne compte aussi de nos droits, à la hauteur de ce qu'ils ont détruit. Il y a la douleur, parce que dans un premier temps, quand ils sont venus pour prendre les mesures de coin, ils n'ont pas pensé qu'ils vont casser tout. Ils avaient dit qu'ils vont prendre 2 mètres, 2,50 m. Mais c'est dommage qu'ils ont tout pris. Quand ils sont venus, qu'ils ont commencé, d'abord ils n'ont pas pu tenir quand j'ai vu la machine détruire le bien. Là où j'ai gagné mon père, ça m'a rendu malade. À Port-Bouesseau-Géfia, les propriétaires et locataires des bâtiments visés par l'opération sont complètement désemparés. Certains ont déjà vu leur bâtisse détruite, quand d'autres essaient tant bien que mal de s'opposer à l'avancée des machines. Ils disent ne pas savoir où aller et appellent le gouvernement à l'aide. Il y a près d'1 an que nous avons discuté, donc on était en négociation. Donc vous voulez prendre la maison des gens, vous négociez avec eux, vous dédommagez en conséquence. Donc il faut me donner la possibilité de trouver une autre maison. Rien n'a été dit. Je voudrais qu'ils arrêtent immédiatement. Du côté de la Société ivoirienne de gestion du patrimoine ferroviaire, structure chargée de la gestion de cette opération, on estime pourtant avoir fait le nécessaire pour informer et sensibiliser les populations concernées. Nous avons tenu des réunions, des consultations publiques dans les différentes mairies qui sont concernées par le projet. En plus de cela, il y a eu plusieurs publications par voie de presse. Les populations, elles ont reçu des mises en demeure. Ces mises en demeure font office d'ordre de libérer l'emprise. Et aussi, nous avons sensibilisé et incité les populations qui n'avaient pas encore négocié leurs indemnisations de se rendre dans nos locaux, au plateau, à la cellule d'exécution, afin de négocier et de bénéficier de leurs indemnisations. Le métro d'Abidjan va certainement contribuer au bien-être des populations et au développement de la capitale économique ivoirienne, un développement qui ne devrait pas se faire au détriment des premiers bénéficiaires que sont les populations. Réunion solennelle de rentrée pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ce jeudi à Cocody, le ministre de tutelle Nguessan Kofi et ses collaborateurs ont dégagé les grandes lignes de l'année académique 2022-2023. Pierre Dipomela.
Enseignants, partenaires techniques et financiers de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en réunion de rentrée académique. Le programme détaillé de l'année académique 2022-2023 a été aussitôt annoncé. L'année scolaire 2022-2023 commence le lundi 12 septembre 2022 et prend fin le vendredi 28 juillet 2023 pour tous les établissements publics et privés du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Article 2. L'année scolaire 2022-2023 comprend 33 semaines ouvrables et se subdivise en 2 semestres comme suit. Premier semestre, du lundi 12 septembre 2022 au vendredi 27 janvier 2023, 17 semaines, soit 680 heures de cours. Deuxième semestre, du lundi 30 janvier 2023 au vendredi 9 juin 2023, 16 semaines, soit 640 heures de cours. Cette rencontre, qui marque officiellement la rentrée pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, a été l'occasion, comme il est de tradition, de faire le point de l'année précédente et envisager les nouvelles réformes qui, selon le ministre Nguessan Kofi, doivent impérativement rompre avec les pratiques anciennes à travers l'instauration de l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance. Les actions qui seront menées sur toute l'année sont destinées aujourd'hui à renforcer le dispositif de notre système, à former les formateurs, renforcer leurs capacités, à mettre aussi les apprenants en confiance et surtout à créer un lien très fort entre la formation et le secteur productif, notamment le secteur privé. Faire en sorte que les étudiants qui rentrent dans notre système puissent être bien formés et tout le travail. Mais je pense aussi que nous avons insisté sur un élément particulier cette année, c'est que l'ensemble des personnels devrait réfléchir à faire en sorte qu'il y ait une efficacité interne. Désormais, on ne viendra plus à l'enseignement professionnel pour connaître l'échec. Pour rappel, lors des derniers examens de l'enseignement technique et professionnel, les résultats suivants ont été enregistrés. Au CAP, 66,2% d'élèves admis. Au BT, 37,5%. Au bac technique, 50,2%. La Fondation Friedrich Naumann et la Confédération suisse annoncent pour bientôt une campagne digitale de sensibilisation sur la bonne gouvernance. Le but de cette campagne est de permettre aux citoyens de connaître leurs droits et de les faire entendre dans la gestion des affaires d'ordre public. Mithilène Légré, Fulgence Kissiedou. En vue de soutenir le gouvernement ivoirien à promouvoir la bonne gouvernance et lutter efficacement contre la corruption, la Fondation Friedrich Naumann et la Confédération suisse ont officiellement annoncé une campagne digitale de sensibilisation. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre du PAGOC, projet d'appui à la bonne gouvernance par le contrôle citoyen, vise à donner aux populations les mécanismes et instruments de la gouvernance participative. Nous avons lancé le projet PAGOC qui permet justement d'inspirer, d'expliquer aux populations qu'est-ce que la bonne gouvernance, comment ils doivent participer à la gestion de la cité, comment ils doivent participer au contrôle citoyen, puisque la loi permet aux populations de participer au contrôle. Est-ce que ceux dont ils ont droit, est-ce qu'ils l'ont effectivement? Tout projet impliquant la participation citoyenne est un projet que le gouvernement, à travers le ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, doit s'associer et doit accompagner en vue de permettre l'implication de tous les acteurs sociaux, au-delà des acteurs institutionnels et des acteurs étatiques. Invités d'honneur à cette cérémonie de lancement, les acteurs du monde digital. En tant qu'acteurs du digital, on le sait tous aujourd'hui, tous les ménages sont connectés. Comme on le dit, plus de 37 millions de personnes sont connectées en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que chacun a au moins 2 téléphones. Et aujourd'hui, le message passe beaucoup plus sur Internet. Donc il est important que nous vulgarisions les principes de la bonne gouvernance. Cette campagne vise aussi à vulgariser les principes et textes juridiques sur la bonne gouvernance. Elle se déroulera dans 10 communes d'Abidjan durant une semaine. Dans le cadre d'une mission économique du gouvernement sud-africain en Côte d'Ivoire, Abidjan a abrité ce jeudi un forum sur les mines et les hydrocarbures. La Côte d'Ivoire entend bénéficier de la riche expérience sud-africaine dans ces domaines. Salif Yalikwe, Mathurin Badé. La Côte d'Ivoire veut bénéficier de l'expérience sud-africaine dans le domaine du développement des mines et des hydrocarbures. C'est tout le sens du forum économique qui s'est tenu au siège de Petrosi. Les acteurs des sociétés publiques des domaines des mines et de l'énergie de la Côte d'Ivoire et ceux de l'Afrique du Sud
se sont mobilisés à cette occasion. Mon attente aujourd'hui, c'est que nous sommes avancés dans l'étude économique de l'usine d'affinage et nous avons ce qu'on appelle l'écosystème. Et avec l'expérience de l'Afrique du Sud, n'oubliez pas que la première usine d'affinage d'or en Afrique du Sud date depuis 1921. Donc ils sont en avance nous sur ce chapitre. Leur apparition aujourd'hui en Côte d'Ivoire peut permettre à la SODEMI d'affiner davantage sa politique économique sur ce secteur-là. Pour la chef de la délégation sud-africaine, cette rencontre augure de belles perspectives en termes de collaboration. Solidifier, on va dire, ce qui a déjà commencé, ce qui a été commencé déjà par le président, son Excellence Ramaphosa, qui était en visite ici, et il y a eu plusieurs protocoles d'accord qui ont été signés. Donc c'est à cet effet-là que nous sommes ici, pour solidifier les choses. Le président de la République, Alassane Ouattara, était en Afrique du Sud dans le cadre d'une visite d'État. En juillet dernier, le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud avait séjourné en terre ivoirienne du 1er au 3 décembre 2021. Plusieurs accords bilatéraux entre les deux pays et le Forum des affaires Afrique du Sud-Côte d'Ivoire ont été signés lors de ces visites. Après plusieurs mois de négociations, Mabrit Ouakheus, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, rallie finalement le RHDP qu'il avait quitté en 2020. C'est à la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, à Cocody, qu'il a été accueilli à bras ouverts par plusieurs membres du gouvernement et des dignitaires du parti dans une ambiance de retrouvailles. On écoute la déclaration du président de la République et de Mabrit Ouakheus. D'ailleurs, j'ai interrogé Mabrit, je peux le dire, je te considère comme mon fils, comme Ahmed. Je l'ai interrogé quand je l'ai reçu la première fois. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, il m'a dit ce qui lui est arrivé, ça c'est entre lui et moi. Et ensuite, quand une fois je lui ai dit, va réfléchir, il est allé réfléchir, il m'a dit, ah voilà, j'ai vu mes gens, on peut faire une alliance avec vous. J'ai dit, non, il n'en est pas question. Tu es du RHDP, tu es d'ailleurs le deuxième vice-président du RHDP. Après Henriette Diabaté, c'est toi. Tu reviens prendre ta place. Il n'est pas question pour moi d'une alliance. Bon, quand d'autres partis veulent une alliance telle que le FPI, je lui ai dit, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même philosophie politique. Mais j'ai dit l'UDPCI est membre fondateur du RHDP, donc va dire à tes jeunes frères et sœurs que leur place c'est dans le RHDP. Et bon, après quelques consultations avec vous, je crois que cette décision maintenant a été prise et j'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons eu un parcours dont nous sommes fiers à vos côtés dans la quête du bonheur, du progrès, de la paix pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous êtes venu avec un programme. J'ai été chanceux d'être là au départ avec bien d'autres ici. Quelques-uns ne sont pas avec nous aujourd'hui. Je voudrais me souvenir d'Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais me souvenir de mon frère, Ahmed Bakayoko, avec qui nous avons mené le combat en milieu estudiantin ensemble. Avec ceux-là et avec nos aînés, avec bien d'autres, nous avons essayé, à vos côtés, de redonner à la Côte d'Ivoire ce qui pouvait faire à nouveau notre fierté après cette grande période du président Houphouët-Boigny. Ce soir, je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider
à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fierté. La reine Elisabeth II, le monarque au règne le plus long du Royaume-Uni, est décédée à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. Un règne qui a vu le monde changer radicalement. Mais elle est restée une présence constante dans la vie des habitants du Royaume-Uni, du Commonwealth et même du monde. C'est son fils Charles qui devient le nouveau roi d'Angleterre. Il prendra le nom de Charles III. C'est une page de l'histoire des Britanniques qui vient d'être tournée ce 8 juillet 2022. Après 7 décennies passées à la tête du Royaume-Uni, la reine Elisabeth II est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans. Son état de santé s'est progressivement détérioré après la mort du prince Philippe en 2021. Depuis l'annonce de son décès, les réactions fusent du monde entier. Sa Majesté la reine Elisabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique pendant plus de 70 ans. Je garde d'elle le souvenir d'une amie de la France, d'une reine au grand cœur qui a marqué durablement son pays et son siècle. Elisabeth II rentre ainsi dans l'histoire avec le plus long règne de la monarchie britannique. Les drapeaux sont en berne et les Britanniques se succèdent par milliers pour lui rendre hommage et témoigner leur solidarité à la famille royale. Le dernier acte politique d'Elisabeth II aura été de remercier ses 14 ministres et de souhaiter la bienvenue au 15e. Son fils aîné, le prince Charles, accède directement au trône à l'âge de 73 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, vous retrouverez Mélina Makissi. Bonne suite de programme sur NCI.